Bonjour à tous. Alors sur cette nouvelle question, à savoir qu'est-ce qu'une identification et par extension un attachement et comment est-ce que ça affecte nos vies, notre perception de la réalité, toutes ces choses-là, c'est une question importante et qui est dans le prolongement direct de ce que je disais hier sur les objets mentaux. Une identification, c'est une extension d'une partie de notre ego à quelque chose d'extérieur à nous, quelle que soit la qualité perçue de la chose en question. C'est un lien que l'on va étendre avec cette chose ou avec une personne et qui fait que l'extension de soi va devenir un attachement. Lorsqu'on perçoit un élément dans notre environnement, l'information circule depuis l'objet vers soi. Mais dans le cas d'une identification, on donne en plus à cette information la capacité de nous toucher, déjà en attachant un émotionnel au lien, et surtout lorsque notre perception de l'objet va pouvoir en plus influencer certains aspects de notre personne en réaction. Donc on se modifie. Inconsciemment, on s'identifie plus ou moins profondément à tout ce qui nous touche et tout ce qu'on rencontre. Dès l'instant où on va l'analyser en fonction de nos filtres, donc de nos mémoires. Ça, c'est un principe qui est clair. Dès l'instant où on fait cette identification, c'est-à-dire cette comparaison à des mémoires, on est en train de comparer quelque chose d'extérieur à nous avec quelque chose qui est à nous. L'identification, c'est quelque chose qui va au-delà du jugement de valeur. Le jugement de valeur, c'est qu'une partie de l'information qui va accompagner l'attachement qui se forme. Le jugement de valeur, c'est ce qui va permettre de définir la relation qu'on va entretenir avec l'élément en question, en fonction qu'il représente quelque chose de positif, de négatif pour soi, que ce soit bon ou néfaste pour la survie, voilà, etc. Mais l'identification, ça va au-delà, et c'est ce qui fait que l'on va chercher en fait à modifier une partie de nous, une partie égotique de nous, pour nous adapter à cette identification du fait d'un jugement de valeur qu'on a posé sur nous-mêmes. Donc déjà, on fait un jugement de valeur sur l'élément extérieur, et ensuite on fait un jugement de valeur sur nous-mêmes, et on décide de modifier quelque chose chez nous, ou en tout cas d'essayer de modifier quelque chose chez nous, en fonction de cette conclusion qu'on va tirer. Lorsqu'on s'identifie à ce qu'on perçoit, la perception devient purement subjective, puisqu'elle se fait en résonance avec une partie de soi qu'on croit retrouver dans l'objet ou la personne. C'est l'idée qu'on pourrait avoir de se sentir plus important dans un certain type de voiture ou plus élégant parce qu'on a une certaine marque de chaussure au pied. La partie du soi qui est impliquée dans l'identification, ça va être ici un besoin par exemple d'importance ou plus précisément un manque d'importance, et l'identification à l'objet se fait alors sur la base de la croyance que l'objet en question est capable de nous apporter cette importance. Pour info, c'est généralement à cause de ce principe précisément que je finis rapidement dans pas mal de mes livres par conclure qu'on est tous fous. Parce que ça veut dire que notre capacité à satisfaire, en l'occurrence dans cet exemple, notre besoin d'importance, dépend de quelque chose d'extérieur à soi. C'est-à-dire que si on perd la voiture en question, avec laquelle on a créé cette identification, ça peut venir menacer notre capacité à ressentir l'importance qu'on devrait avoir naturellement. Voilà, donc quand même une bonne dose de folie. Cet ensemble d'informations qui est collecté au moment de l'identification, c'est ce qui va nous permettre de catégoriser chacun des éléments rencontrés, de les mémoriser en fonction de notre perception et compréhension, donc en fonction de nous-mêmes et pas de l'objet. Ce qu'on reconnaît finalement dans l'objet, c'est cette partie de nous qui est identifiée. D'une certaine manière, on retrouve donc, comme je le disais au début, notre objet mental dont je parlais dans la vidéo précédente et dont toutes les dimensions vont constituer l'identité du lien d'attachement. Avec tous ces objets mentaux, on a une histoire, un vécu, une mémoire, tout ce qui nous permettra de toujours les différencier les uns des autres et d'avoir un comportement conditionné, spécifique à chacun. Donc l'identification, c'est la projection d'une partie spécifique de notre ego sur l'objet mental que l'on a créé et dans lequel on reconnaîtra toujours cette part de nous-mêmes. C'est à partir de cet attachement et de l'identification qui le structure qu'on va construire nos comportements. Donc la volition naît de l'identification et se structure sur la dualité qui accompagne cette identification. Et c'est la dualité, par exemple, je suis trop ou pas assez, je suis mieux ou moins bien,
plus ou moins, etc., etc. Donc on revient sur une idéalité qui va être liée directement aux conclusions tirées par le jugement de valeur. Et finalement, ce qui va se passer avec ça, c'est qu'on ne reconnaît plus l'autre personne pour elle-même, ou même l'objet ou une idée n'existe plus en tant que tel. On la reconnaît en fonction de cette part de notre ego qui va y raisonner. C'est sur ce lien qu'on va baser notre volition, notre intention, nos actions, nos pensées, nos réactions, nos manières d'interagir, etc., etc. Et à partir de ça, on va construire nos comportements et par extension notre réalité. Donc du coup, encore une fois, hein, je le rappelle, c'est un peu comme ça qu'on construit cette espèce de part de folie presque purement psychotique, puisque on fait ça sur une base complètement abstraite et construite. La première problématique qui se présente avec le principe d'identification, c'est le fait que ça crée une dépendance. La partie de notre ego dans l'attachement dépend alors d'un élément extérieur à soi pour pouvoir exister et se définir. C'est ce qu'on appelle en général, c'est ce qu'on appelle se mettre en cadre de référence externe. Le deuxième problème tient au fait qu'on ajoute un émotionnel à l'attachement. Moi j'appelle ça le passager clandestin dans ce lien. Si on se sent grand, par exemple, parce que on regarde toutes les autres personnes et qu'on sera sûr de voir qu'elles sont toutes plus petites que nous, on peut parfois créer une identification dans laquelle notre importance va dépendre du fait qu'on se sente plus grand. Mais alors on risque en retour un problème de dévalorisation si on venait à croiser quelqu'un de plus grand que soi. L'exemple est évidemment très schématique, mais il est très représentatif du principe. Si une personne met tout son sentiment d'importance sur une grosse voiture et que quelqu'un la raye volontairement, c'est pas la voiture qui est rayée, c'est bien l'ego de la personne en retour du fait que, en retour de l'identification et de l'attachement qui est en place. Donc c'est bien ça qui est plus rayé et plus important. S'il n'y a pas d'identification, la bagnole est rayée, la seule chose qui est embêtante, c'est de savoir qu'on va devoir repeindre le truc, etc. Donc on est dans un problème matériel et logistique et pas égotique. Ce principe de fonctionnement a évidemment des conséquences à l'échelle du groupe dans son ensemble, c'est-à-dire du groupe social dans son ensemble, puisque lorsqu'on identifie les parts des autres en réaction à nos propres structures, ça ancre un peu plus la séparation qu'on perçoit avec l'autre. Plus on crée d'attachement, plus on sépare les individus, car nos identifications se font toujours sur la base de notre dualité personnelle, ce que l'on considère comme étant bien ou pas bien, bon ou mauvais, bénéfique, nocif, louable ou condamnable. Donc on va alors ranger les personnes dans des catégories en fonction de comment nous les percevons et comment on s'identifie à elles, et pas de qui elles sont finalement. Donc la facette en résonance et la partie de notre ego qu'on va projeter à l'extérieur va déterminer la nature de l'identification et de l'attachement comme autant de nouvelles croyances finalement qu'on va créer. Le principe, il est relativement similaire, même s'il se place dans une autre dimension de l'existence, mais ça revient vraiment au même. On n'est plus uniquement dans une dimension psychologique, on est aussi dans une dimension qui devient physique, émotionnelle, énergétique, tout ce qu'on veut. Euh, c'est toute notre capacité à définir qui on est vraiment nous-mêmes en soi, qui est devenue dépendante d'éléments extérieurs à soi. On essaye de se définir en tant qu'être en fonction d'éléments extérieurs, ce qui est déjà problématique en soi, parce que ça ne dépend plus de nous. Donc d'une manière très globale, on peut dire que l'identification, c'est le fait d'essayer d'avoir pour pouvoir réussir à être, alors qu'on rend notre capacité à être complètement dépendante d'une influence extérieure, c'est-à-dire qu'on perd le contrôle sur notre capacité à être. La clé de la problématique de l'identification, et par extension de l'attachement évidemment, hein, c'est la conditionnalité qu'on va installer dans la séparation qui est créée dans le lien. Ça pourrait sembler paradoxal de le dire comme ça, mais le type de lien crée une séparation entre nous et ce qui est extérieur à nous, c'est-à-dire que notre propre capacité à être ne dépend plus de nous-mêmes et que la séparation se fait alors aussi avec soi-même, ce qui est même plus avec l'extérieur, mais en plus avec soi. C'est-à-dire qu'on ne peut plus être quelque chose tant que l'identification ne le permet pas. Donc pour pouvoir être, il faut attendre que l'identification aille dans le bon sens. Et ça va jusqu'à mettre notre propre valeur en dépendance de quelque chose d'extérieur. Donc ça c'est très embêtant pour beaucoup de choses.
et ça crée de grandes ouvertures à des possibilités de dévalorisation, profondes parfois. Et finalement, on se sépare de tout ce qui nous entoure car on ne voit plus la personne ou un objet pour ce qu'elle ou il est, mais pour ce qu'on croit que elle ou il est. Donc à chaque identification qu'on fait, ça devient une vulnérabilité en plus, comme autant de portes d'accès à notre ego qu'on est en train de créer et qui peut reprendre cette espèce de backlash émotionnel en retour. Donc les projections égotiques finissent par induire finalement une décohérence assez profonde de notre ego qu'on pourrait comparer à un fractionnement de notre individualité. Chaque projection va créer un peu plus de fractionnement, comme avec chacune chaque facette de nous qui va rentrer en résonance et qui peut du coup devenir une vulnérabilité parce qu'elle peut être affectée émotionnellement en retour quand ça ne se passe pas exactement comme on veut.